présidente du Front national, Marine Le Pen. Bonjour l'Autriche! Mes chers amis, ici à Vienne, nous sommes dans un des cœurs historiques les plus importants de l'histoire de l'Europe. Capitale des Habsbourg, cette ville incarnait l'idée d'un empire qui a réuni de nombreux peuples européens. Et c'est ici aussi qu'est née une nouvelle organisation, une nouvelle vision pour les pays du continent il y a 200 ans. Aujourd'hui, de nouveau, l'Europe et ses peuples sont en l'attente d'une vision. Le projet d'Union européenne se révèle être, au bout du compte, un désastre complet. Ses promoteurs avaient l'idée chimérique de faire disparaître les nations pour construire un grand ensemble fédéral uniforme. Au nom d'une prétendue saine gestion, on a peu à peu retiré au peuple le droit de gérer leur budget, leur sécurité, leur politique économique, leurs règles et leurs lois, de décider qui avait le droit de venir chez eux ou de s'y maintenir. Une dérive technocratique s'est produite, de plus en plus grave à chaque étape. Beaucoup l'ont dénoncée au cours des dernières décennies. Certains avaient même prévenu dès avant la signature du traité de Rome, et nous en faisions partie. Mais on ne fait pas disparaître les peuples comme cela. Alors, partout, le rejet de l'Union européenne a grandi. D'abord, le rejet de l'austérité. Ce dogme aberrant ruine des pays entiers, comme la Grèce. Les recommandations de la Commission européenne entraînent partout des réformes visant à défaire le droit du travail pour soumettre les travailleurs européens à une flexibilité extrême voulue par les multinationales. Et même si les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, leur soif illimitée de profit passe avant toute autre considération. Les protections sociales les plus élémentaires sont gravement menacées. Les classes populaires résistent comme elles le peuvent. Le climat social se dégrade donc terriblement, comme c'est le cas actuellement en France. Entre les gouvernements, les salariés et les ouvriers, il ne peut y avoir de dialogue. Le gouvernement refuse d'admettre qu'ils ne font qu'obéir à Bruxelles et que c'est la raison unique qui les empêche de reculer. Les syndicats de travailleurs, eux aussi, imbibés d'européisme, ne veulent pas voir où sont les véritables responsabilités. Tant qu'on ne remet pas en question la cause principale des conflits, les dogmes ultralibéraux de l'Union européenne, on ne peut pas discuter, on ne peut hélas que s'affronter en vain. La construction européenne, mes chers amis, avait pour premier objectif d'assurer la prospérité des pays d'Europe. Rappelons-le, c'est un échec cinglant. La zone euro connaît une des plus faibles croissances du monde. Le chômage de masse s'est installé ou progresse durablement. La précarité gagne chaque jour du terrain. Or, seuls les très grands groupes mondialistes profitent du système,
eux qui installent leur siège social dans un pays, font venir les employés d'un autre et paient le moins d'impôts possible partout en tâchant d'obtenir un maximum de subventions diverses. Le second objectif de la construction européenne était d'unir les peuples et de faire grandir entre eux l'amitié. Là encore, échec cinglant et parfaitement logique. La directive détachement des travailleurs, si caractéristique de la véritable nature de l'Union européenne, instaure une concurrence sauvage entre les pays. C'est en effet celui qui a la plus mauvaise protection sociale qui aura un avantage concurrentiel face aux autres. Comment peut-on imaginer une seule seconde créer dans ces conditions de l'amitié? Chaque peuple voit dans l'autre un concurrent déloyal. La différence économique en vient à créer une hiérarchie. On accuse les uns d'être des profiteurs et les autres d'être des dictateurs. Au milieu de cette crise, déjà grave en elle-même, une folle politique d'immigration achève de créer des tensions. L'Union européenne n'a pas su apporter la moindre réponse à la crise des migrants. Il faut le dire, elle l'a même en grande partie créée. Merci Monsieur Juncker, merci Monsieur Schulz, merci surtout Madame Merkel. Aucune réponse donc, ni dans l'immédiat, pour gérer, réguler et limiter l'afflux de personnes désespérées sur ces rivages, ni à long terme, pour stabiliser les pays d'origine de ces gens, afin qu'ils puissent vivre dignement et en sécurité chez eux. Alors partout, les peuples se tournent vers d'autres projets. Je salue à cet égard la magnifique performance de Norbert Hofer à l'élection présidentielle autrichienne. Je regarde aussi, cher Janis, avec intérêt la dynamique du Brexit. Les discours de peur de Juncker, Schulz et consorts ne doivent pas nous impressionner. L'Union européenne devrait changer de devise. In varietate concordia sonne faux. Il n'y a plus la moindre concorde, ni la moindre union dans cette Union européenne. À voir la façon dont ces messieurs parlent et agissent, la seule devise convenable serait « Oderint dum metuant », qu'on les haïsse pourvu qu'on les craigne. Mais eux, en réalité, ne redoutent aucune catastrophe pour le Royaume-Uni en cas de sortie de l'Union européenne. Ce qu'ils craignent, c'est que le Royaume-Uni retrouve sa liberté de commercer avec qui il veut, comme il le veut, sa liberté d'agir diplomatiquement comme il le souhaite, sa liberté de laisser entrer, travailler et vivre qui il veut sur son territoire. Ces libertés, nous voulons que tous les peuples d'Europe les retrouvent. Nous voulons qu'ils soient libres de défendre leurs intérêts et leur volonté. Respecter la volonté du peuple, c'est le principe même de la démocratie. Nous le mettons au cœur de notre vision, là où l'Union européenne ne cesse d'y porter atteinte. On ne compte plus les référendums où les peuples ont rejeté une proposition de l'Union européenne qui a fini par leur être imposée. Les Français en ont été victimes une fois.
nos amis néerlandais déjà 2 fois. Mais vous, amis patriotes autrichiens, avec Hans Christian Strache, vous ne vous laisserez pas faire. Mes amis, il n'y a qu'entre nations libres qu'il peut y avoir un dialogue véritable et constructif. Les esclaves obéissent à leurs maîtres. Ils ne coopèrent pas réellement entre eux, sauf pour se révolter. Dans une Europe des nations et des libertés, chacun pourra s'impliquer dans les projets qui l'intéressent et lui semblent pertinents. Certains pays ont déjà mis en œuvre ce principe. Plusieurs ont refusé de participer à la zone euro ou à l'espace Schengen. Ce que nous voulons, c'est que cette liberté de participation soit érigée en principe systématique. Car il ne s'agit pas de ne plus se parler, bien au contraire. Mais au lieu de se disputer sur l'application des directives de la Commission, nous voulons que les pays montent de beaux projets ensemble dans les domaines nécessaires. Les exemples existent. Ariane, Airbus n'ont rien à voir avec l'eurocratie technocratique qui a pris le pouvoir. Il s'agit de projets intergouvernementaux qui ont donné lieu à de grandes réussites industrielles. Lorsque chacun s'engage librement, le résultat est toujours meilleur. En respectant la volonté et les intérêts de chaque peuple, on crée plus d'amitié, car personne n'a plus à redouter de perdre ses spécificités. Il faut en finir avec les normes incompréhensibles qui viennent entraver les productions artisanales traditionnelles. Et il faut éviter une catastrophe comme le serait le TAFTA, le sinistre TTIP. Il ruinera notre agriculture et notre industrie et affaiblira gravement notre sécurité alimentaire. Les appellations d'origine, notamment, sont directement menacées par ce traité. Ce sont pourtant elles qui font en grande partie la richesse et la diversité de l'Europe. Que l'Union européenne s'intéresse si peu à les protéger montre bien que son idéologie ultralibérale domine sur toute autre considération. Les dirigeants du FPE aiment à citer en exemple le général de Gaulle, qui avec d'autres défend le concept d'Europe des nations. François Hollande est allé s'incliner sur la tombe du général, mais je doute qu'il ait compris et approuvé cette idée pourtant admirable, c'est elle que nous défendons. Des nations libres, sereines, sûres d'elles-mêmes et de leurs intérêts, discutant tranquillement pour travailler ensemble. Des nations qui ont chacune sa place au sein de la communauté internationale. Chaque pays a son histoire particulière. Le Royaume-Uni est très attaché au Commonwealth. La France possède un immense domaine maritime grâce à ses territoires d'outre-mer et a toujours voulu porter une voix spécifique dans le monde. Je veux que la France et tout autre pays soient libres de dire non à l'OTAN ou à l'actuelle administration des États-Unis, comme elle avait pu le faire en tant que nation souveraine. Je veux qu'elle puisse négocier et signer les traités qu'elle souhaite, y compris avec le Royaume-Uni, qui serait sorti de l'Union européenne. Plus que jamais, dans le monde qui est le nôtre, la menace islamiste pèse terriblement sur notre mode de vie. Les peuples doivent pouvoir mener une politique diplomatique et militaire qui leur correspond. Bien sûr, il faut le faire en concertation d'une Europe respectueuse de chacun. Mais je crois que la voix de la France ne doit pas manquer au reste du monde. Le concert des nations devient tout à coup bien moins harmonieux lorsque les grandes puissances d'Europe se taisent et laissent parler à leur place une Union européenne qui n'a aucune vision du monde, si ce n'est celle que lui dicte l'OTAN. L'Europe telle que nous la voulons n'est donc pas un rêve utopique.
Ces principes sont connus depuis longtemps. Des réalisations ont été menées en son nom. Institutionnellement, économiquement, c'est cette Europe de coopération à la carte qui a toujours donné les meilleurs résultats. C'est un projet réaliste, concret, sérieux. Très loin, très loin de la dangereuse chimère d'un État fédéral. C'est le seul projet qui permettra à l'Europe d'envisager un avenir serein, prospère, apaisé. C'est l'espoir que je porte en France et que chacun de nos alliés porte dans son pays. Cet espoir se renforce chaque jour. Je l'espère, les peuples retrouveront bientôt le chemin de leur prospérité, de leur dignité et de leur liberté. Vive l'Europe des nations et des libertés. Merci à Hans Christian Strache. Vive l'Autriche, vive